Bonjour à tous et bienvenue sur automotivepress.fr. On se retrouve aujourd'hui pour les essais de la nouvelle Audi e-tron GT Quattro et RS e-tron GT Quattro, les deux nouvelles berlines sportives électriques de chez Audi. Dans la vidéo, vous verrez, on essaiera la Quattro et la RS. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos, mais pas forcément beaucoup à vous abonner et c'est super dommage. Nous, on n'entend que ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton sous la vidéo. Ça nous fera toujours plaisir et ça nous apporte du soutien. Merci encore. Alors on commence cette présentation par un petit tour extérieur. Donc on va déjà parler un peu de design pour cette e-tron GT Quattro. Donc celle-ci c'est pas la RS, c'est la Quattro. Donc notre exemplaire qui est en gris Daytona, il a aussi une option donc calandre argenté. Puisqu'en théorie sur les Quattro il sera couleur carrosserie, la calandre doit être couleur carrosserie. Vous pouvez aussi voir les radars qui équipent la voiture sous la calandre qui sont pas masqués derrière une grille. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça saute un peu aux yeux et ça donne une impression un peu de fragilité. Toute la voiture a été travaillée pour avoir une aérodynamique hyper bien foutue. On est sur un CX de 0,23 si mes souvenirs sont bons. Donc la calandre est pleine pour améliorer l'écoulement de l'air sur la carrosserie. Il y a aussi des volets mobiles qui se situent juste ici. L'air ensuite vient glisser par cette trappe, glisser le long des grandes jantes qui ont un design plutôt plein pour encore une fois favoriser l'aéro, pour ensuite ressortir par cette prise d'air et vient glisser le long de la voiture et enfin terminer sur cette arête sur les ailes hyper larges, mais ça on y viendra après. Donc notre modèle est pas mal optionné. On a par exemple les phares laser, qui est une option du coup assez coûteuse, mais qui doit être efficace la nuit. Ça remplit sacrément les arches de roue. Au niveau des dimensions, on est sur un gros bébé. Ils sont 5 mètres de long, 2 mètres de large, sur 1,41 m de haut. Donc c'est plus bas qu'une A7, pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est un gabarit vraiment imposant, et ce qui fait qu'au volant, sur les petites routes, on a tendance un peu à se méfier. Mais on est sur des gabarits assez similaires à ceux de la Taycan, qui est donc sa cousine. On va pas se cacher, on reconnaît un peu la ligne de toit d'ailleurs. Alors, on enchaîne avec l'arrière. À l'arrière, moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est l'épaisseur des feux. Je trouve que sur une A7, c'est un peu plus réussi parce que c'est beaucoup plus effilé. Même si le design est assez sympa avec ses chevrons, en quelque sorte, c'est plutôt sympa, mais c'est juste dommage d'avoir mis cette partie qui, je trouve, vient alourdir un peu l'ensemble. Hormis ça, la voiture est vraiment posée. Bonjour Romain Monti. La voiture elle est vraiment posée par terre, avec des ailes très très larges, un arrière bien imposant, encore mis en avant par ce gros diffuseur. Donc sur le nôtre, il est donc en plastique laqué, mais vous pouvez l'avoir en carbone sur la version RS. Vous avez aussi un toit en verre qui équipe en série toutes les e-tron GT. Voilà, mais la partie la plus frappante en design, c'est quand même vraiment les ailes arrière qui sont vraiment balèzes, mais impressionnants. Vous voyez, même tout est fait pour l'aéro, c'est-à-dire que même cette petite ligne là vient canaliser les flux d'air qui vient encore diminuer les traînées. Je crois qu'on est à peu près bon sur le design extérieur. Bon, maintenant on va passer à l'intérieur et on va continuer notre petit tour d'essai. Et bienvenue à bord de cette Audi e-tron GT. Comme vous le voyez, notre exemplaire est une configuration assez sombre. Vous noterez les très jolis inserts en carbone mat qui parcourent tout l'habitacle. Bon, personnellement, je suis beaucoup moins fan de la finition piano black qui prend les marques de doigts et les micro-rayures comme sur la plupart des voitures. Infernal pour les maniaques. Le grand toit panoramique dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'extérieur. Ensuite, on retrouve donc des commandes physiques pour ce qui est réglage de clim, siège chauffant. Alors ça, moi je trouve ça super bien vu parce qu'en vrai, un écran tactile pour ce genre de commandes, c'est vraiment très compliqué à manipuler en roulant et ça distrait même de la route. Donc bien joué Audi de ne pas avoir remis des écrans comme sur le Q8 par exemple. On retrouve l'écran tactile bien connu de la gamme Audi.
associée au Virtual Cockpit. Une voiture dans laquelle on se sent globalement bien. Les sièges baquets offrent un super maintien et plutôt une jolie finition. Bon, avec le côté glissant du cœur, bien entendu, et comme la voiture accélère très fort, c'est souvent qu'on glisse. J'ai noté le rétro, bien qu'offrant une bonne rétrovision, est assez imposant dans la petite fenêtre, parce qu'en fait la voiture est quand même très profilée, et la fenêtre n'est pas très haute. Donc au final, il obstrue un petit peu la vue sur certains carrefours. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. On peut pas avoir le style et en même temps la sécurité. Voilà donc pour ce chapitre intérieur. Pour la conduite, j'ai décidé de passer le volant à un vrai pilote en fait, parce que j'ai Romain Montier à côté de moi. Salut les gars. Donc tant qu'à faire, autant lui demander son avis à lui plutôt qu'à moi. Donc comme il connaît très bien le Taycan en plus, ça va être intéressant d'avoir son retour. Donc toi Romain, t'en penses quoi du coup de la RS e-tron GT dans laquelle on est actuellement là, par rapport à un Taycan Turbo S? Bah en fait, l'une ou l'autre, effectivement c'est quand même assez similaire dans l'approche, on a le même moteur, on a le même châssis. Donc c'est vraiment des voitures qui sont assez similaires. La Porsche est peut-être un peu plus typée sportive avec une direction un peu plus directe. Tu as plus de modes de réglage pour justement que ce soit plus adapté à la conduite sportive. Quoi qu'il arrive, les deux sont hyper sécurisantes. C'est ça qui est fou pour des voitures qui font... celle-là en overboost elle fait 646 chevaux. Le Taycan Turbo S fait 761 chevaux. Et tu vois, que ce soit aujourd'hui et surtout hier quand on était dans des conditions difficiles, on mettait pied au plancher, il y avait tout qui passait. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc ça c'est assez hallucinant pour des voitures de cette puissance-là. Donc c'est hyper sécurisant. Après, moi tu me connais, j'ai besoin de cette petite adrénaline, cette petite émotion que je retrouve pas aujourd'hui avec les voitures électriques. Ouais, bah nous non plus, c'est sûr que là, enfin moi non plus je l'ai pas, j'ai pas les poils qui se hérissent quand t'accélères, c'est sûr. Parce que ce qu'on a fait beaucoup, c'est les accélérations, quoi, le launch control pour s'amuser de la pousser. Mais une fois qu'on a fait ça, on a un peu fait le tour de la voiture, quoi, en termes d'émotion. Ouais, c'est clair. Et au niveau du freinage, parce que du coup sur cette RS e-tron, en fait on a l'impression, on sent vachement la masse de la voiture. Et quand on attaque les freins, la pédale, elle est pas, déjà je trouve pas qu'elle a une attaque très franche personnellement. Après je sais pas ce que Romain en pensera, mais je sais pas, le freinage il est assez perturbant parce que la voiture est très lourde et on sent très vite la masse sous les freinages. Et le Taycan a des étriers de frein un peu différents, j'ai l'impression, peut-être plus gros. Je sais pas si tu sens une différence toi au frein. En fait le Taycan, j'ai pas beaucoup roulé sur route, j'ai plus roulé sur circuit. J'ai trouvé que l'attaque était très bonne sur le Taycan. Là, honnêtement, en termes de feeling de pédale, moi, ça m'a pas dérangé. Effectivement, c'est juste que tu sens systématiquement, même que tu freines fort ou peu fort, tu sens vraiment la masse qui t'entraîne à chaque fois à l'intérieur du virage. Et là, il n'y a pas de secret. Hein. La voiture, je crois qu'elle fait 2 tonnes 3 ou 2 tonnes 4. Donc, pour une voiture, c'est énorme. Enfin, c'est le poids d'un SUV, c'est c'est énorme. On a un centre de gravité hyper bas avec les batteries, du coup, sous nos fesses, là. Donc c'est vrai que ça, au niveau des changements d'appui, là-dessus, la voiture vire à plat et est assez vive en fait. Enfin, c'est quand même bien dynamique. Non, elle est très dynamique, elle prend très peu de roulis. Donc pour une voiture de ce poids-là, c'est quand même un exploit. Mais ouais, mais la masse, voilà, c'est au freinage où c'est flagrant quoi, que la voiture est vraiment très lourde et que bah, sur une route de montagne comme on est là, on est sur la route du Mont Ventoux. Faut quand même se méfier en arrivant dans les épingles, parce que la voiture prend très vite de la vitesse en plus. Comme elle est très puissante, on arrive très vite. Ah bah ça, sur les sorties de virage, d'épingle, dès que tu remets dedans, vu que t'as la coupe instantanée, t'es propulsé, tu prends des vitesses folles, et après effectivement faut vite freiner parce que en fait là en vrai les routes sont pas trop adaptées à la voiture. Ouais, c'est clair. La voiture en plus, donc comme je disais dans la présentation du style, la voiture est très large, on est sur 2 mètres de large, donc sur une route de montagne en fait ça fait quand même déjà costaud. Faut vraiment se méfier quand on croise d'autres voitures. Au niveau de l'autonomie, parce que du coup là on est passé sur une RS e-tron, donc elle a une batterie peut-être un peu plus grosse je crois. On a consommé un peu plus parce que celle-ci c'est encore plus fort, hein. On est sur 3 secondes 3 au 0 à 100. Quand hier on était sur 4 secondes 1 pour la version Quattro, donc de 500 chevaux, celle-ci c'est 650 en pic. L'autonomie ça semble à peu près pareil, hein. On est parti 400 km d'autonomie ce matin et là je pense qu'on arrivera avec à peu près 300 d'autonomie à l'hôtel, donc en vrai, les deux sont moteurs. Ouais, c'est des consos un peu similaires en fait. On dirait que c'est un bridage électronique des moteurs en fait, plus qu'une vraie différence. Mais voilà en gros le petit topo routier on va dire pour la voiture. Bah, merci Romain en tout cas pour ton ressenti. Avec grand plaisir. C'était cool, hein. J'espère que ça vous plaira. Ça changera un petit peu mon avis à moi de mec lambda qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience dans ce genre de voiture aussi puissante. Donc voilà. Et puis bah, c'est le problème de ces voitures. Ça accélère beaucoup trop.